Notre invité du jour de Matin Première est l'auteur et aussi coach littéraire Catherine Zungrana. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, auteur et membre de la Société des gens de lettres. On vous avait reçu d'ailleurs en janvier 2016, je m'en souviens comme si c'était hier, pour nous parler de votre application de coach littéraire destinée aux établissements scolaires, la Cité des mots. Et ça marche toujours, ça fonctionne, c'est toujours en... Oui, bien sûr, c'est une application qui se déroule. Voilà, c'est fonctionnel, on a des enseignants qui l'utilisent actuellement. Et là, c'est vous qui prenez la plume pour écrire un livre intitulé « La France, c'est étrangère », manifeste d'une pseudo-française. Avec ça, le ton est donné, c'est aux éditions Bouquet-Lys. Extrait rapidement. Être français est un statut patriotique qui se mérite, c'est tout du moins ce que j'ai cru et je me suis employé toute ma vie à croire en des valeurs qui n'existent plus, en ma qualité de citoyenne, de femme émancipée et engagée, issue de la diversité, etc. Je déclare à la France toute ma déception contre tous les pseudo-français déçus, comme tous les pseudo-français déçus de la République et de ses fausses promesses. Eh oui. Pourquoi tant de haine ? Non. Y a pas pourquoi tant de déception ? Non, c'est pas pourquoi tant de haine, mais pourquoi autant de déception dont vous vous sentez seule victime ? Pas du tout. Je pense que c'est un sentiment que partagent aujourd'hui plein de gens en France. Et donc moi, je m'appuie dans ce manifeste sur mon expérience personnelle et professionnelle. Ma déception, c'est de dire qu'effectivement, ma déception et surtout ma légitimité, c'est exprimée dans les urnes, principalement jusqu'à présent, pendant 30 ans, donc où j'allais comme une bonne citoyenne lambda, donc voilà. Et puis légitimité parce que vous votez. Donc oui, chaque citoyen votant doit pouvoir s'exprimer. Absolument, absolument. Donc je suis partie de ce principe et puis je me suis interrogée pour justement comprendre quels étaient les motifs de ma déception. Donc j'ai fait une étude sociologique. Donc une étude assez fouillée parce que justement en essayant d'imiter, on va dire très modestement, des économistes qui s'appuient sur des chiffres. Oui, parce que ça commence par ça, par une situation économique du pays qui ne favorise pas l'unité déjà, selon vous, la cohésion. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des disparités économiques. Il y a des riches, des moins riches, des très pauvres et des très riches. Oui, par exemple, oui. Non, j'allais dire, je vous laisse répondre, allez-y. Parce que... Non, je vous écoute si vous avez une question. Je veux dire, c'est assez classique, c'est assez évident, pas classique, mais c'est évident qu'effectivement, les disparités économiques d'un pays puissent creuser effectivement des sillons entre les individus. Tout le monde ne se retrouve pas dans les mêmes quartiers, habitant les mêmes beaux immeubles, selon les situations, effectivement. Oui, alors j'ai envie de dire que c'est un petit peu simplifié, si vous voulez. Moi, ma vision, c'est d'abord d'avoir connu la France il y a 30 ans. Et effectivement, de comparer aujourd'hui un pouvoir d'achat, une qualité de vie, et puis de constater aussi... finalement une régression sur le thème de la tolérance, ne serait-ce que le thème de la tolérance. On voit les discriminations s'accentuer, alors que normalement on est quand même dans un pays, justement la France est étrangère, qui s'ignore. En l'occurrence, je fais allusion à 26% de la population qui est issue de l'immigration, sur trois générations, donc un Français sur 3. Donc pour moi, aujourd'hui, on est dans une France qui devrait être beaucoup plus uniforme à tous les niveaux, à bien des égards. Sur l'égalité des chances, par exemple, je travaille beaucoup, moi, sur le terrain. Donc c'est aussi de ça que j'ai écrit ce livre. C'est en constatant les inégalités dont sont victimes ces jeunes. Les minorités principalement. Voilà, les minorités et qui effectivement se vérifient ensuite
sur l'accès à l'emploi, sur le parcours scolaire, enfin sur voilà, et ce qui conditionne la vie d'un certain nombre de Français qui sont, je le rappelle, français, donc pas seulement d'origine. Trop de taxes et d'impôts injustement répartis, c'est ce que vous dites, c'est ce que et chiffres à l'appui. C'est vrai que vous vous appuyez sur des choses injustement réparties. Ça veut dire. Bah oui, je pense que effectivement, on le dit, mais en même temps, pour moi, la répétition, c'est un travail de fond. Et puis, c'est ce qui permet de changer les mentalités. Donc, de dire que, oui, le français moyen, j'ai joué la carte de la bonne française moyenne, toute origine confondue, qui a envie de râler parce qu'elle paye trop d'impôts. Et j'avoue que ce sentiment-là, il y a un bon nombre de Français le partagent. Et quand vous dites que c'est injustement réparti, c'est quoi? Ces impôts, ces taxes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est injustement réparti. Vous mettez à la place d'une Française moyenne, effectivement. J'allais dire, bon, oui, on le sait. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, on a ce pouvoir d'achat qui a baissé. Donc, nous retrouvons, enfin moi, ma génération, c'est la génération des quinquas, et nous nous retrouvons entre deux générations. La génération de nos enfants qu'il faut aider dans les études, etc. La génération de nos parents qu'il faut aussi soutenir. Et finalement, on est pris dans une sorte de piège un peu financier où, parce qu'on a atteint un seuil de ressources, eh bien, on est taxé au maximum. Et alors que si vous regardez les Français plus aisés, eux le sont moins. Voilà, eux le sont moins. Et oui, il faut le dire, le redire et le dénoncer, parce qu'il y a des disparités aussi qui pénalisent les Français moyens. De quel système économique, parce que je sais que vous vous intéressez et ce que vous écrivez, ce n'est pas par hasard, je pense. De quel système économique vous sentez-vous le plus proche autour de nous, dans le monde? C'est quoi votre vision intéressante de la chose, la façon dont la France que vous critiquez si ouvertement, vous auriez souhaité qu'elle se rapproche? Bah écoutez, alors, je vais prendre l'exemple des lobbies comme les grosses marques qu'on connaît, les grosses enseignes qui, par exemple, financent les universités. Sur le médical, par exemple, on voit beaucoup de laboratoires derrière. Voilà, le système, on va dire... de pression, de lobby qui existent, oui. Voilà, et non, mais il y a des lobbies qui accompagnent justement la jeunesse sur cet aspect-là, voilà, sur l'aspect scolaire qui finance, etc. Et puis ensuite, il y a forcément une contrepartie qui est attendue. Mais j'ai envie de dire, je trouve que oui, ça peut être pas mal, étant donné qu'on est quand même dans un... Donc dépendre de marques? Pas dépendre, mettre à contribution. S'ils financent, après, de toute façon, il y a une contribution il y a un partage qui doit être fait. Donc on dépend d'un système bien précis, de lobby. C'est des marques, de toute façon, c'est des groupes qui font pression. Et alors certes, elles peuvent financer, monter des fondations, etc. Mais enfin, après, il y a une contrepartie. Oui, c'est ça, mais je pense qu'effectivement, on est quand même dans une situation économique où on voit bien que l'État, qu'au niveau financier, il y a une saturation au niveau financier, au niveau économique. Donc, aujourd'hui, on va dire, on voit bien que les moyens se trouvent du côté de ces lobbies, de ces grandes enseignes qui, elles, peuvent financer, notamment, comme je vous ai dit, les universités, certaines universités. Après, moi, je suis pour aussi le partage, l'équité, on va dire, et pourquoi pas le revenu universel. Voilà. Ah oui, ça c'est un des axes de réflexion que vous évoquez. Oui, moi je trouve que c'était monsieur...
Le représentant du Parti socialiste. Oui, c'est Voilà. ça. Qui avait abordé cette Benoît Hamon, merci. Merci. Benoît Hamon, qui avait abordé cette possibilité-là. Et de toute façon, le revenu universel, il existe déjà d'une certaine façon. Parce que quand vous voyez RSA, les dispositifs, les systèmes de financement, le RSA, etc., c'est une sorte d'indemnité compensatoire, d'aide. Oui, Voilà. sauf que le revenu universel, il est attribué à tout à chacun, quelle que soit sa situation, et à un montant donné. Vous comme moi ou n'importe qui d'autre pourrait le percevoir. C'est pour ça que je parle d'universalité. Par contre, on ne perçoit pas, nous, le RSA, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce serait une façon, effectivement, de rendre un peu la dignité aux gens et de leur permettre de... Donc ça, vous êtes favorable. Oui. Dans votre livre, c'est vrai qu'on le lit, on voit un amour, parce que vous avez eu cette... J'allais dire, vous avez été formé pour aimer la France. Vous avez été éduqué en cela, de par votre parcours. Un amour qui se transforme en désamour, j'allais dire. C'est presque humain. C'est l'affect qui parle davantage aussi, et non plus une réalité socio-économique. Vous avez été déçu. Vous êtes déçu par cette France? Oui, parce que... Enfin, oui et non. Hein, oui, je suis déçue. Aujourd'hui, mais je parle comme vous dites et je suis contente que vous l'abordiez. Moi, la France, je l'ai aimée passionnément parce que j'ai construit ma vie. J'ai fait une carrière professionnelle, j'ai créé l'application La Cité des mots. Oui. Non, il y a de l'investissement, il y a de l'engagement. Exactement. Donc, et pas de retour. Voilà, cette France m'a permis ça. Ouais. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a... Mais qu'est-ce qui vous a manqué? C'est quoi? C'est un retour sur investissement. C'est un vocabulaire inadapté, mais c'est ça, c'est un retour Ça me gêne un peu, le retour sur investissement, c'est la visibilité. Manque de visibilité, oui, ça, effectivement. Manque de visibilité sur des projets qui auraient pu être beaucoup plus étendus. Ce que je proposais de faire écrire donc les jeunes issus des quartiers via une application que je leur ai dédiée. Hein, donc c'est une application qui aurait pu être beaucoup plus, effectivement. D'accord. C'est un exemple. Un exemple. Vous abordez tous les volets, différents volets en tout cas, mais les principaux, dont celui de la justice, qui est, comme les hommes, décevante, souvent trop indulgente envers la pourriture faite homme, qui seulement mort trouverait grâce à vos yeux. Ça, c'est méchant. Hein. C'est violent. Oui. Vous êtes pour la peine de mort? Écoutez, j'ai envie de dire oui. Enfin, oui. Sur certains cas... oui, la peine de mort, c'est toujours pour certains cas, les condamnations. Mais vous seriez favorable au retour à la peine de mort? Écoutez, en tout cas, je suis favorable à moins d'indulgence. Moins d'indulgence, c'est par exemple... sur des personnes qui coûtent à l'État, qui coûtent aux contribuables, en étant en étant, on va dire, au chaud, parce que moi j'ai vu, si vous voulez, cet hiver, je travaillais rue Lafayette dans le 10e, et malheureusement, une dame SDF est morte de froid. Donc, moi, si vous voulez, ça me choque. Mais vous voulez condamner qui pour ça? C'est la société, ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des personnes qui sont effectivement enfermées et qui pourraient être plus utiles à la société sur des travaux d'intérêt public. Oui, pourquoi la peine de mort? Jusqu'où? Qu'est-ce qui justifie le retour à la peine de mort, vous, aujourd'hui? Je pense que, par exemple... Cette pourriture humaine, elle est située où? Oui, moi, quand je pense au terrorisme, aux personnes qui, effectivement, n'ont aucun égard pour la vie humaine et qui n'ont aucun remords, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Parce que je pense que oui, il y a une certaine forme d'indulgence, ne serait-ce que de les entendre, d'essayer de les défendre. Je trouve qu'il y a une indécence. Après...
Alors, La peine de mort, je suis quoi, pas ne sûre. dites pas que vous regrettez ce que vous avez écrit quand même. Non, je dis... Même si vous dites, bon, ce n'est pas très moral Oui. et j'en conviens, certainement pas charitable et je ne peux pas m'abaisser à Non, ce je niveau zéro. l'assume, Vous j'assume. l'écrivez et après vous J'assume. dites, vous dites, je suis pour la peine de Non. mort, en même temps vous dites, bon, c'est Non, pas je bien dis- ce que je fais. Non, je dis j'assume Je le fait... reviens sur vous, excusez-moi, je vous interromps, mais parce que ça se termine bientôt, Oui. et ça se termine déjà. Sur le fait, vous parlez de ces terroristes, ne pensez-vous pas qu'il y a peut-être mieux à faire que de les exécuter en amont, encadrer, former, éduquer, etc. Ne pas parquer ces gamins dans des cités, etc., etc. Vous qui avez ce regard critique sur la société, sur la politique, etc., je m'attendais davantage à une réflexion de ce genre. Éviter en amont avant, effectivement, d'en arriver là, effectivement. Le sujet du livre, c'est pas le terrorisme ou c'est Ah non, pas la ça, c'est justice. sûr, ouais. Donc voilà, ça fait partie des thématiques que j'aborde. Mais moi, si vous voulez, bien sûr que je suis contente de voir que l'État prend aujourd'hui des mesures pour lutter contre la radicalisation, etc. Non, moi, je vous parle d'abord des gens qui sont passés à l'acte et puis qui ont fait des victimes. Voilà, je D'accord. parle de ces personnes-là et j'essaye de ne pas faire l'amalgame. Et vous êtes consciente que c'est quand même assez violent. Pourquoi ne parlez-vous pas, et jamais, d'après ce que j'ai vu sur Internet, du Burkina Faso dont vous êtes originaire? Est-ce que vous y reconnaissez des qualités sociales, économiques, choses que vous regrettez de la France? En fait, c'est pas parce que j'ai, on va dire, des revendications, etc., que je renie mes origines ou voilà. Non, pas du tout. J'ai parlé du Burkina Faso dans un premier livre qui était Nassara. C'était votre premier roman? C'était mon premier roman. C'était un roman? C'est ça. Ça Mais raconte une autobiographie. Quand on connaît votre histoire. C'est votre personnage, c'est votre vie, oui, c'est cette une double culture à un moment donné, voilà. avec laquelle vous êtes vous-même confronté, oui. Celle de cette petite franco-burkinabé qui se retrouve donc à vivre là-bas et qui entre deux cultures. Ça se passe pas super bien. C'est un roman. Moi, j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas le même cheminement qui est ici, avec cette originaire et ce désamour avec la France? Est-ce que c'est pas la même mésaventure entre guillemets que vous vivez Mais si, et je pense qu'effectivement, d'une certaine façon, oui, il y a des blessures. Mais de toute façon, c'est le propre des gens qui écrivent. C'est à partir de blessures qu'on arrive à exprimer des choses qui parlent aux gens et qui font qu'on a envie de témoigner et d'apporter aussi des solutions peut-être ou des réponses. La France, c'est étrangère. Je vous montre la couverture à nos auditeurs téléspectateurs qui nous regardent. Merci Catherine Zungrana Merci à vous, d'avoir Jean-Marc. été avec Merci. nous, notre invitée du jour.